Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo qui va revenir un petit peu et qui va vous faire un petit peu d'histoire. Né d'un commentaire de quelqu'un qui m'a, parce que j'avais fait une référence au fameux Kursk, vous savez, ce sous-marin russe qui a eu un pépin, on va dire, qui a coulé. C'était le 10 août 2001, je crois que c'était en 2000. Et cette personne me dit oui, c'est quoi l'histoire du Kursk? De toute façon, c'est les Russes, ils ont planté, ils ont coulé, il y a eu une explosion à l'intérieur, blablabla, etc. Et je lui dis, ça c'est la version officielle. Ben oui, parce que, vous savez, dans l'histoire, il y a parfois des incidents, et d'ailleurs, un incident récent qui est le fameux Nord Stream, vous savez, Nord Stream. Bon, pour l'instant, on ne sait toujours pas qui l'a fait péter. Alors, on accuse les Russes qui l'ont fait péter, on accuse les Britanniques qui l'ont fait péter, on accuse même, je ne sais plus qui d'autre, les Allemands ou les Italiens, enfin, d'autres accusent les Américains, etc. Mais évidemment, on s'est tous posé la question, pourquoi est-ce que les Russes feraient péter le Nord Stream alors que c'est quand même un outil de communication et de transport essentiel, même s'il y a des sanctions. Le doute est permis. Et donc, revenons au fameux Kursk. Le Kursk, c'est un sous-marin nucléaire d'attaque de type K-140, il me semble, qui était l'un des premiers d'ailleurs de sa classe, et qui, en ce mois d'août 2000, était engagé avec 3 autres sous-marins d'attaque dans une sorte d'entraînement, de simulation, etc. Et patatras, on entend une explosion, le sous-marin coule, on essaie de savoir ce qui s'est passé, mais on ne sait pas trop. On parle qu'il y aurait quelque chose qui aurait explosé à l'intérieur. Le fait est, c'est que les autorités russes sont un petit peu dépassées par les événements. Et d'ailleurs, on se pose la question, pourquoi ils ont mis autant de temps à réagir? Surtout parce que il y a eu quand même des propositions de certains pays comme la Finlande ou la Hollande, la Finlande ou la Norvège, je ne sais plus, ou la Suède, qui pouvaient dépêcher un bateau avec un sous-marin de profondeur pour essayer de sauver peut-être des marins qui étaient encore coincés dedans. Et finalement, l'opération de sauvetage a pris beaucoup trop de temps. Les Russes ont fini par accepter l'aide de ce pays extérieur, sauf que ils ont constaté qu'il n'y avait plus personne de vivant dans le navire. Ça aurait pu en finir là, sauf qu'il y a quelque chose quand même qui a motivé de remonter le bateau, enfin de remonter le sous-marin. Alors, chose étrange, c'est quand ils ont remonté le sous-marin, ils ont expliqué que la partie avant, il y avait des missiles nucléaires, donc peut-être que pour éviter de remonter quelque chose de radioactif, ils ont décidé de couper l'avant du sous-marin. Et d'ailleurs, on le voit bien sur les images aujourd'hui, les vidéos, les photos qu'on voit aujourd'hui, on voit bien que le sous-marin, le Kursk, il manque la partie avant. Il y a eu enquête, etc. Et la version officielle, c'est qu'il y aurait eu une explosion d'un produit qui s'appelle le peroxyde, qui est un produit plutôt ancien, utilisé sur des vieux modèles de torpilles, et qu'il y aurait eu une mauvaise manip, une mauvaise manœuvre, etc., et qui aurait provoqué une explosion à l'intérieur.
Donc voilà la version officielle. Appuyé par je ne sais plus si c'était un maréchal ou un général russe qui disait ouais, de toute façon c'est pas étonnant parce que le matériel est mal entretenu, les marins sont mal formés, etc. Donc en gros c'était un petit peu à l'image de la Russie post-soviétique, hein. C'est du vieux matos mal entretenu, donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu un accident. Et voilà, ça c'est la version officielle, la version que tous les gens sont censés relayer sur ce sujet. Maintenant, vous avez la version officieuse. Alors, qu'est-ce que la version officieuse? La version officieuse, c'est qu'en réalité, la simulation à laquelle le Kursk participait, en fait, c'était une fausse raison. En réalité, le Kursk devait tester les nouvelles torpilles. Alors, je ne sais pas si on appelle ça des torpilles hypersoniques, je ne pense pas, mais des torpilles rapides. Ces torpilles, elles fonctionnent sur un principe qu'en bout de torpille, elle émet un gaz. Avec la pénétration dans l'air, le gaz se colle en fait à la paroi de la torpille, ce qui permet de limiter considérablement le frottement de l'eau sur la torpille. Et donc la torpille glisse beaucoup plus facilement dans l'eau et donc elle va beaucoup plus vite. À l'époque, dans les années 2000, les Russes étaient les seuls à avoir mis au point ce type de torpille. Même les Américains, on était toujours au stade expérimental. Et du coup, vous savez, tout le monde s'espionne. Donc on finit par avoir des informations. Et parmi les informations, les Américains ont su que le Kursk devait faire un test de ces fameux missiles. Et donc pour être sûr, pour confirmer aux autorités américaines que le missile est bien opérationnel, ils ont envoyé, alors je crois me souvenir que c'était l'USS Tornado. Et donc c'est pas un sous-marin nucléaire américain, mais c'est propulsion nucléaire, mais pas d'attaque nucléaire. C'est un sous-marin conventionnel d'attaque. Sauf que ça s'est mal passé. Très mal passé. Très mal passé parce que l'USS Tornado, qui devait essayer de se faire discret, en réalité, n'a pas été discret. Les Russes l'ont repéré. Et il se trouve que, même en surface, certains rapports ont noté des mouvements de navires anormaux par rapport à l'exercice qui était prévu. Puisque, encore une fois de plus, dans la zone, vous aviez des bateaux d'observation qui ont rendu compte de ce problème. D'où la raison pour laquelle, très rapidement, sachant cela, on s'est dit, si ça se trouve, les 12 sous-marins ont joué au chat et la souris, manque de bol, il y en a un qui est rentré dans l'eau. Ça, c'est ce qui commençait à apparaître. Donc là, on n'est pas dans un incident diplomatique, on est dans un accident. Les Russes, sachant très bien que les Américains, ils font comme tout le monde, ils espionnent, ils observent. Les Russes font la même chose. Tout le monde fait la même chose. Sauf que là, malheureusement, les Américains n'ont pas été très subtils, parce que peut-être qu'ils se sont trop approchés de la zone et leur sous-marin a été repéré. Ce qui fait que, à un moment donné, le sous-marin américain s'est retrouvé dans une posture plutôt très inconfortable. Autant dire que les deux sous-marins étaient finalement en position de se tirer l'un sur l'autre. Dans ces cas-là, vous comprenez que vous êtes commandant d'un sous-marin, vous avez un sous-marin entre guillemets ennemi qui sait que vous n'êtes pas censé être dans la zone parce que, si ça se trouve, vous êtes là pour espionner.
position de tir. Là, on n'en sait rien. Est-ce que les sous-marins se sont repérés l'un l'autre et ont pu entendre une ouverture d'une porte de tube de torpille? Donc, ce qui veut dire que là, faut savoir que dans la procédure, c'est le genre de choses qui peut être fait pour essayer d'intimider. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous garantit qu'ils ouvrent un tube ou deux tubes et qu'ils ne vont pas tirer? En fait, vous n'en savez rien. Et il se trouve que l'USS Tornado, lui, il ne s'est pas posé de questions, il a tiré le premier. Sauf que la torpille, elle n'a fait que se fracasser sur le devant du Kursk. Elle n'a pas explosé. Il y a eu des dommages, certainement, mais le Kursk restait opérationnel. Et vu que là, l'USS Tornado a tiré le premier, du coup, le Kursk avait la légitimité de tirer. Sauf que le SS Tornado n'était pas tout seul. Il y avait un autre sous-marin américain. Je ne me souviens plus lequel, je me demande si ce n'est pas l'USS Alabama qui était dans le coin. Et l'USS Alabama a pris une décision. Il n'a pas attendu de savoir si le Kursk allait tirer ou répondre aux tirs de torpilles américaines. Ils ont tiré. Et ils ont touché le Kursk à l'avant. Donc du coup, c'est le compartiment des torpilles. Certainement que, oui, il a dû y avoir une explosion à l'intérieur et c'est comme ça que le drame s'est produit. Mais, oui, dans ce cas-là, là, on a bien une attaque de bâtiments américains, puisque le Kursk n'a pas pu tirer ou n'a pas eu le temps de tirer quoi que ce soit sur un navire de sous-marins russes. Alors, agression, pas agression, incompréhension, etc. Très rapidement, les autorités russes qui étaient sur place ont bien détecté qu'il y avait deux sous-marins américains qui étaient présents. Pourquoi? Parce que, en règle générale, les autres sous-marins russes, eux aussi, ils ont détecté les deux sous-marins américains. Puis vous savez, les sous-mariniers, en règle générale, ceux qui travaillent au sonar, ils sont capables d'identifier les signatures au sonar de n'importe quoi. Alors je vous invite, vous pouvez aller voir sur la chaîne Légende, ils ont fait une interview d'un sous-marinier français qui justement est un sous-marinier au sonar et qui explique que ils sont entraînés à identifier tous les bruits possibles qu'ils peuvent identifier. Enfin, c'est pas des bruits, c'est des résonances, c'est des fréquences. Et de par ces fréquences, ils sont capables d'identifier, jusqu'à même identifier le nom, la catégorie, le type de navire, si c'est un sous-marin, pas un sous-marin, un américain, un russe, etc. Parce que chaque sous-marin aujourd'hui militaire ont des signatures spécifiques. Donc les Russes ont bien identifié qu'il y avait bien deux sous-marins américains. À savoir, est-ce qu'ils ont identifié exactement le Tornado et le Alabama? Ça, je n'en sais rien. Donc les informations sont remontées évidemment immédiatement au Kremlin. Sauf que la Maison-Blanche, elle aussi, a été contactée en urgence. À l'époque, c'était Bill Clinton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Bill Clinton a tout de suite appelé le Kremlin. Donc Poutine et Clinton ont discuté de la situation. Clinton s'est excusé en disant voilà, c'est un regrettable accident, c'est une regrettable mésentente. Vous comprenez que nous devons nous assurer de certaines informations concernant votre torpille rapide. Mais là, très clairement, ça a cafouillé. Ça a cafouillé grave. Tellement cafouillé que si les deux ne s'étaient pas contactés, ça aurait pu monter crescendo et on se serait pris des bombes nucléaires sur le coin de la tronche sans savoir pourquoi.
Et donc, à l'époque, dans les années 2000, évidemment, la Russie n'a pas les moyens de s'opposer aux Américains, même s'ils avaient un arsenal nucléaire suffisant, mais l'état dans lequel s'est retrouvée la Russie au début des années 2000, lorsque Poutine a repris les rênes du pouvoir, on l'a bien vu pendant les années 2000, la Russie, elle s'est fait plutôt discrète. Voilà, Poutine, il a fait son boulot, il a eu quelques conflits, la Tchétchénie, la Géorgie, etc. Donc, on a dit, oh, c'est pas bien, mais bon. Ça a été plus ou moins... on a caressé un petit peu dans le sens du poil, à cause, justement, de ce qui s'est passé avec le Koursk. C'est-à-dire que Washington a dit, voilà, on s'excuse, machin, on reste amis, on vous soutient, etc. Donc c'est pour ça que pendant les années 2000, les Américains, ils n'ont pas été aussi véhéments que l'ont été les Américains dans les années 2010, par exemple, vis-à-vis de Poutine. Avant même le capharnaüm ukrainien, hein, je vous rassure. Sauf que les autorités russes, là en revanche, oui, ça a complètement cafouillé. Il y a eu des fuites, et donc les familles ont voulu absolument savoir. Les autorités russes ont essayé de calmer, sauf que on est dans les années 2000, la Russie se démocratise, et donc la presse libre, qui reste une certaine presse libre, rendre compte. Et on a même des vidéos d'un meeting qui avait été organisé avec les familles des marins, où on se souvient de cette dame qui a littéralement qui a gueulé, quoi, qui a dit non, moi je veux savoir pourquoi mon fils il est mort. Votre histoire là d'explosion, nous on n'y croit pas. Vous devez une dignité aux familles, etc., etc. Et on veut récupérer les corps, etc. etc. Donc, les autorités russes, à l'international, et moi je me souviens à l'époque, je me souviens de ces images, on les avait vues, la presse, les médias à l'international commençaient aussi à dire, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une explosion ou est-ce qu'il y a eu un accident entre deux sous-marins? Et évidemment, s'il y a eu accident entre deux sous-marins, il y en a qui disent oui, il y avait d'autres sous-marins russes, donc c'est un autre sous-marin russe qui a tapé contre le Koursk, comme il y en a d'autres qui disent non, c'est un sous-marin américain. Entre-temps, évidemment, il y a eu enquête, ça n'a pas convaincu, etc. Donc la seule façon de savoir, c'est tout simplement de renflouer le Koursk. Et par la même occasion, de récupérer les corps et de rendre les corps aux familles. Le Koursk est donc renfloué avec une participation internationale, sauf que les Russes, et ça c'est factuel, ce que je vous dis, il y a des rapports, il y a des contrats, des traités qui ont été signés, etc. Les organismes européens qui sont venus aider pour le renflouer avaient une stricte interdiction, de tourner autour de la partie avant du Koursk, et la partie avant du Koursk devait être découpée et laissée au fond. Pourquoi? Parce que y avait encore les fameux missiles. Et évidemment, les Russes, vu l'état de la Russie à l'époque, n'avaient pas les moyens de faire eux-mêmes une recherche au fond, de récupérer les fameux missiles pour les planquer, les mettre à l'abri et éviter que... Et donc ils ont monté le Koursk sans sa partie avant. Alors certains ont commencé à dire oui, alors il manque la partie avant parce qu'il y a des missiles nucléaires, donc il y a une contamination, donc on a laissé... Non, les missiles nucléaires, ils sont plus en arrière, justement. Et ce qui est formidable, c'est que le Koursk, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire, quand il a été mis en cale sèche, je crois que ça a été un record pour le démanteler. C'est-à-dire le découper, récupérer les moteurs, récupérer le réacteur nucléaire, récupérer
les missiles nucléaires qui ont été démantelés par sécurité, parce que dans l'eau, peut-être avec le choc, etc., on ne peut pas les réutiliser. Donc tout a été démantelé, démonté, nettoyé, etc. Donc le Kursk aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'existe plus. Ils ont juste gardé, je crois, le nez de la tourelle avec le logo, etc. Mais il n'y a plus rien. Sauf que il y a des photos, des vidéos, machin. Sauf qu'il y a quelques photos où il y a un détail. Il y a un détail qui a, démenti la version officielle. La version que peut-être un autre sous-marin serait rentré dedans. Parce que l'autre élément non négligeable qui a été remarqué, c'est tout simplement qu'il y a un endroit, juste après le découpage de la partie avant, il y a un impact. Et on sait que c'est un impact parce que les tôles sont vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Si c'était une explosion telle que la version officielle l'affirme, les tôles auraient été vers l'extérieur. Or là, on voit bien qu'il y a un endroit où les tôles sont vers l'intérieur, donc ça veut dire qu'il y a bien eu un impact. Et un impact, on va être très clair, c'est pas un impact d'un sous-marin qui lui est rentré dedans, c'est un impact d'une torpille. Là, tout le monde est un peu emmerdé. Parce que cette photo, elle n'a pas été censurée. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore la trouver. Mais moi, je me souviens à l'époque, moi j'avais déjà Internet à l'époque, donc ça circulait à l'époque sur les photos du Kursk. Et c'est comme ça que des gens ont commencé à se dire, et finalement, est-ce que le Kursk n'aurait pas été coulé par les Américains ? Donc cette théorie, je dis bien cette théorie, elle a commencé à susciter des gens qui ont commencé à enquêter. Et alors, très difficile à enquêter parce que évidemment il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments qui sont introuvables ou classifiés secret défense. Mais il y a un détail, où là, c'est le fameux USS Tornado. Le USS Tornado, il a réussi à retourner à une base en Norvège je crois, une base américaine qui se trouve en Norvège. Et l'USS Tornado a été démantelé, démonté, et pareil, lui, disparu, il n'y a plus rien. Il semblerait qu'en réalité, le Kursk aurait bien tiré une torpille conventionnelle qui aurait explosé, mais n'aurions pas endommagé suffisamment l'USS Tornado pour le mettre en difficulté. La preuve, c'est que l'USS Tornado a pu rentrer tant bien que mal depuis la zone jusqu'au port en Norvège. Et ça interpelle. Ça se dit, tiens, pourquoi, comme ça, du jour au lendemain alors on dit oui, mais c'était prévu, c'était sa dernière mission, ça avait été déjà décidé bien en amont, etc. Donc dès que vous cherchez un truc, il y a toujours un argument derrière pour justifier que... Mais le problème, c'est que ça fait beaucoup de coïncidences. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, il n'y a pas de preuves flagrantes, si ce n'est, je vous dis, ces éléments, ces photos, mais encore une fois, si vous arrivez à les trouver, bon courage. Donc on a bien une situation où, tout ça parce que les Américains ont voulu absolument observer cette fameuse torpille, savoir si elle était opérationnelle,
Sauf que ça a merdé, ils ont été repérés, et là, ça a été une chasse aux sous-marins en temps réel. Aujourd'hui, on ne sait pas si le USS Tornado a été touché par une torpille lancée par le Kursk ou par un autre sous-marin russe qui était présent sur les lieux, pour justement protéger le Kursk. Pareil, l'autre sous-marin américain, on essaie de savoir est-ce qu'il était bien dans la zone. Impossible de trouver des documents ou des preuves. Parce qu'évidemment, classifié, secret défense. Alors ce qui est aussi assez étrange, c'est que les officiers supérieurs qui étaient chargés de cette opération ont finalement tous été limogés parce que on gérait le truc, mais de façon bordélique, de façon n'importe comment. D'où la raison pour laquelle ça n'a pas convaincu les Russes, surtout les familles, de cette version de l'accident. D'autant plus que la version du pyroxyde n'a pas de sens puisque les torpilles qui fonctionnaient avec du pyroxyde, c'était des modèles tellement vieux que ça faisait déjà depuis un certain temps qu'ils n'étaient plus utilisés. Alors certains vous disent oui, mais bon, la Russie à l'époque, alors j'entends bien, était dans une situation difficile, pourquoi pas ils aient gardé ces fameuses torpilles, etc. Pourquoi pas ? Il n'empêche que quand on voit les relations entre les États-Unis et la Russie dans les années 2000, on est en droit quand même de se poser la question. Bon, finalement, c'est parti en vrille, puisque les Américains ont fini par dire « Bon, Poutine, tu nous fais chier, casse-toi, tu nous emmerdes. Nous, on veut démanteler ton pays. » Donc, point barre. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant de cette fameuse théorie, encore une fois, parce que c'est pas une version officielle ou officieuse, enfin c'est une version officieuse, mais pour laquelle aujourd'hui on n'a que des brides d'informations, d'éléments, mais de là à prouver ce que je viens de vous raconter, c'est un peu compliqué. Puis bon, moi, je ne suis pas expert, moi je vous raconte ça, c'est juste pour que vous soyez au courant qu'il existe cette version des faits, cette version de l'événement. Avec justement, comme je vous dis, des éléments quand même qui suscitent interrogation et qui ne corroborent pas la version officielle. Et qui démontre bien qu'aujourd'hui, vous avez quand même la version officielle qui est comme la version officielle que c'est Lee Harvey Oswald qui a tué John Fitzgerald Kennedy, et qu'il y a des gens qui sont convaincus de ça. Ça ne veut pas dire que les gens qui disent que les Russes, à l'époque, c'était un peu le bordel, ça manquait de compétences, d'entretien, de maintenance. Oui, à l'époque, oui, c'était la période post-années 90 où ça a été une bérésina économique, sociale, etc. Mais voilà, ça ne justifie pas le fait de dire que les Russes étaient à l'arrière-garde, on va dire, des nouvelles technologies. Bien au contraire, les Russes ont hérité des sciences et recherches des Soviétiques qui étaient plus ou moins en avance. Donc je vous laisse méditer sur cette question-là. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon courage, parce que apparemment avec le 8 septembre, ça secoue un petit peu en France en ce moment. Oh mon Dieu, vous risquez la mise sous tutelle. On reviendra là-dessus. Bouge au pied du mieux.